Planète Lisa sur France Bleu, Vicente Lizarazu. Salut à tous, bienvenue dans Planète Lisa. On est ensemble de 19h à 20h sur France Bleu et aujourd'hui, je reçois l'apnéiste et coach mental Stéphane Mifsud. France Bleu. Planète Lisa. Il détient le record du monde d'apnée statique. C'est selon lui la discipline la plus mentale de l'apnée. Ses poumons peuvent contenir un peu plus de 11 litres d'air avec la pratique de la technique de la carpe. À ce jeu, il est resté 11 minutes 35 secondes sous l'eau. Et c'est à ce jour le record du monde. Alors, comment devient-on Stéphane Mifsud ? Salut Stéphane. Salut Vicente. 11 minutes 35 secondes, j'arrive pas à y croire et je pense que les auditeurs qui nous écoutent n'arrivent pas à y croire comment c'est possible qu'un être humain reste 11 minutes 35 secondes sous l'eau. Je dirais que c'est une vie d'entraînement. Une vie de labeur pour arriver à ce résultat parce qu'on progresse petit à petit et on se redirige doucement vers qui on est à la base, c'est-à-dire des mammifères marins parce que les dauphins et ces animaux-là vivent sous l'eau et ont des technicités qui nous permettent à nous, êtres humains, d'essayer de les copier un petit peu. Et à la base, tu as grandi les pieds dans l'eau à La Réunion, à l'île Maurice parce que ton papa était militaire et tu l'as suivi, c'est ça ? Et Madagascar aussi, je crois. Exactement, tout ça. Et puis donc j'ai mis mes premiers coups de palme là-bas et j'ai pris le virus parce que papa pratiquait. Et donc dès l'âge de 4, 5, 6 ans, je le suivais. À 11 ans, je tenais déjà 4 minutes 30 en apnée. Et ce qui me plaisait, c'était pas forcément le record, c'était pas du tout ça, c'était aller communier avec la nature, aller communier avec les poissons et faire partie un petit peu de ce milieu. Et donc tu faisais ça là-bas à La Réunion, c'est plutôt des bons spots pour ça, l'île Maurice, des beaux fonds, de la faune, de la flore ? Absolument. Papa faisait un peu de pêche sous-marine et j'ai eu mon petit fusil harpon pour essayer de traquer les poissons. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas forcément de les tuer, c'était essayer d'aller les découvrir le plus profond possible. Donc je descendais en profondeur dans ces lagons et ces eaux turquoises. Et à quel âge tu as démarré en fait tes premières compétitions d'apnée ? Ça a été assez tardif. J'ai rencontré d'autres apnéistes ici en métropole. Je suis basé à Hyères dans le Var. Et donc, j'ai vu des apnéistes. Ils m'ont dit « Oula, t'as un sacré niveau. Tu voudrais pas faire une compétition ?» Je dis « Oh, tu sais, moi, compétition, c'est pas trop... Je connais pas cette discipline, l'apnée compétition. Moi, je faisais de la pêche sous-marine à plus de 50 mètres de profondeur à l'époque. » Ah oui, c'est comme ça que du coup, ces apnéistes-là t'ont vu en pêche sous-marine. C'est la pêche sous-marine finalement qui t'a amené à l'apnée et à la compétition. Absolument. Et du coup, je me suis essayé et dès ma première compétition, j'avais une invitation et je me suis classé dans les 3 premiers au niveau européen. Et là, je me suis dit, comme j'étais compétiteur dans l'âme au départ en planche à voile, j'avais fait une petite carrière à haut niveau. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas me tenter. Ça m'a plu, j'étais maître nageur, j'avais accès aux piscines, j'avais accès à la mer, j'étais au bord de mer et ensuite tout s'est enchaîné et ça allait très vite. Et la pêche sous-marine, c'était à titre amateur ou c'était vraiment, tu faisais aussi des compétitions à celui qui ramène le plus de poissons ? Non, pas du tout. Pour moi, la mer, c'est vraiment le respect à 2000%. Donc, pêcher un poisson avec un fusil harpon, c'est pas évident. Surtout quand on décide de la maturité du poisson, de l'espèce, et d'en prendre qu'un pour le manger avec soi ou sa famille. À partir de là, on est très peu impactant pour la nature parce que on a vraiment choisi le poisson qui va bien. Et donc, c'est très difficile à attraper. Du coup, c'est une activité qui reste aujourd'hui quelque chose que je pratique très rarement, mais qui est une belle chose. France Bleu. Planète Lisa. Donc revenons alors à l'apnée, puisque c'est via la pêche sous-marine que tu es allé à la compétition d'apnée. Le vrai déclic, c'est quand tu rencontres Pierre Frolla. Effectivement, Pierre Frolla qui a été un apnéiste de très haut niveau avec Umberto Pellizzari et d'autres. Et effectivement, lors de petite sortie pêche, je me suis rendu compte que j'étais déjà au niveau de ces apnéistes. Et ça m'a donné envie de participer, de mettre la verticalité, de faire de l'apnée statique contre le temps et les disciplines codifiées de la fédération. Ouais, justement, il y en a beaucoup des disciplines de l'apnée. On a reçu ici Guillaume Néry qui lui fait de l'apnée en poids constant. Toi, c'est ça. Voilà, toi tu as plutôt choisi l'apnée statique et l'apnée dynamique. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est et la différence de toutes ces disciplines, parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans l'apnée? Oui, en fait, il y a beaucoup de disciplines, mais c'est en fait assez simple. Apnée statique, tout simple, rester le plus longtemps sous l'eau.
en apnée. Donc c'est une histoire de temps. Tout le monde l'a fait un peu dans sa baignoire. Attention, on ne fait jamais d'apnée seul, mais tout le monde l'a fait et c'est déjà testé plus ou moins. Et donc c'est cette discipline que j'ai pratiquée. J'ai fait plusieurs records du monde dans cette discipline et je détiens aujourd'hui le record du monde. Ensuite, j'ai fait de l'apnée dynamique. C'est une autre apnée de piscine, c'est-à-dire de l'apnée horizontale. Là, on parcourt la plus grande distance sous l'eau avec une paire de palmes ou une monopalme. Là aussi, plusieurs records. En piscine aussi ? Oui, en piscine également, pour pas qu'il y ait de courant et que ce soit plus facile. Donc ça, on va dire, c'est le circuit hivernal, comme on pourrait l'avoir en athlétisme, en indoor. Et ensuite, il y a le circuit plutôt estival, où là aussi, j'ai pratiqué et je pratique ce type de discipline, celle que fait Guillaume, descendre à la palme, remonter à la palme, qu'on appelle le poids constant. Ensuite, il y a d'autres disciplines comme descendre à la brasse. Remonter à la brasse, c'est très très physique et on a un Français, Morgan Bourcris, qui est très très fort. Voilà, il y a plusieurs disciplines, mais finalement, ce qui réunit tout, c'est l'apnée, le plaisir d'être dans l'eau et pour ma part, la communion avec l'élément, l'eau et les mammifères marins et les animaux marins. Planète Lisa, sur France Bleu. Donc tu détiens plusieurs records du monde, tu l'as dit tout à l'heure, en apnée statique et en apnée dynamique. Mais on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail sur l'apnée statique, puisque tu as battu ce record incroyable en 2009, je crois, avec ces 11 minutes 35 secondes. Et franchement, j'aimerais qu'on aille un peu dans le détail de ce record et puis de cette préparation. On a du mal à imaginer comment on peut rester aussi longtemps. Donc tu parlais de l'entraînement et de beaucoup d'entraînement, et puis tu as une grosse structure autour de ça. Tu fais pas ça tout seul dans une baignoire, comme tu l'as dit, c'est très dangereux. Comment tu prépares un record de ce type ? Bien sûr, tu es entraîné, bien sûr, tu as des capacités, on l'a dit tout à l'heure, des capacités énormes, 11 litres dans tes poumons, donc c'est des capacités qui sont incroyables, mais c'est une organisation quand même autour de ça. Absolument. On est sportif de haut niveau. Comme tout autre sportif de haut niveau, on a un team autour de soi, que ce soit une équipe médicale, une équipe coach. Mais là où on a un petit plus sur l'apnée, c'est qu'on doit aller sur ce sport qui est l'apnée, retenir son souffle, c'est aller là où aucun être humain n'est revenu vivant. C'est ça, faire un record du monde d'apnée statique. C'est déplacer le curseur de la vie. Donc, je dirais que ça déplace un petit peu le sport. Il y a toute cette notion d'abandon de soi, de dépassement du raisonnable qui rend les choses encore plus difficiles. Du coup, le côté mental vient se placer en premier plan sur la préparation du sportif. Pour ma part, je suis pas arrivé, j'ai fait 11h35, j'ai déjà d'abord fait 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, ainsi de suite. Et au fur et à mesure des années d'entraînement et de cap, j'ai pu gratter seconde par seconde sur les temps. 11 minutes 35, juste avant, j'avais fait 10,04. J'étais le premier homme à dépasser les 10 minutes et j'étais allé tellement loin dans la détresse physique et psychologique que j'avais dit j'arrête. Peu de temps après, 6 mois après, je suis battu et donc voilà, j'ai rempilé. Aujourd'hui, 11h35, c'est la finalité de 15 années d'entraînement à raison entre 20 et 30 heures par semaine. Il faut savoir qu'un apnéiste, c'est pas seulement quelqu'un qui reste un petit peu à l'image du Grand Bleu, un peu autiste dans son coin. C'est quelqu'un qui fait de la course à pied, de la natation, du vélo. Moi, je fais des Ironman, c'est-à-dire des triathlons longue distance pour préparer ma PPG, préparation physique générale. Et ensuite, on rentre dans le spécifique et c'est 2 à 3 entraînements par jour pour habituer le corps à fonctionner sans air. Un petit peu à l'image d'un dauphin qui fait ralentir son rythme cardiaque quand il plonge. De 60 pulsations en surface, il descend à 6 en profondeur. Voire certains animaux comme les phoques descendent à 2 pulsations cardiaques. Et ben nous, les êtres humains, on a ces capacités physiques de se modifier avec l'entraînement, avec l'adaptation, en se respectant, à faire descendre son rythme cardiaque. Et moi, pour ma part, il est descendu en dessous de 18 pulsations pendant près de 7 minutes pendant ce record. C'est incroyable. Planète Lisa. Bichente Lizarazu reçoit Stéphane Mifsud, l'homme poisson. Nous sommes avec Stéphane Mifsud, apnéiste et recordman du monde d'apnée statique, avec 11 minutes 35 secondes. Je le dis très très lentement parce que ça me paraît incroyable, mais c'est ce que tu as fait, c'est ton record. Et d'ailleurs, on a une archive sonore, on va écouter ça ensemble. Planète Lisa sur France Bleu. Je ne sais pas si je suis à 10 minutes 30, 11 minutes, 25 minutes, j'en sais rien. Ça m'importe peu, je suis complètement déconnecté du temps. Par contre, je sais très bien où je suis en train d'aller. Je suis en train de glisser quelque part et ça fait peur et c'est envoûtant à la fois. C'est indescriptible. Les secondes passent
la dernière petite alerte sonne en me disant là, si tu passes cette porte, ce sera peut-être la dernière. Je décide de sortir. Je me rappelle même pas avoir fait mon protocole. Raconte-nous après, durant ce record, les différents passages par lesquels tu dois aller. Le départ, il est plutôt cool, il est plutôt simple. On prend beaucoup d'air. Là, ça fait un petit peu mal parce que j'ai la cage thoracique qui est un peu disloquée, c'est-à-dire que j'ai la cage thoracique qui est ultra laxe, ultra souple, un peu à l'image d'une ballerine qui fait le grand écart. Ben, ma cage thoracique est très très flexible, ce qui me permet de remplir plus de 11 litres dans mes poumons, sachant que pour mon gabarit, je devrais avoir environ 5 litres. Ouais, avec la technique de la carpe. Ça m'a fait rigoler sur le coup, mais ça fait, quand tu le vois, tu comprends ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu fais des inspirations, plusieurs inspirations comme ça pour remplir au maximum, en fait, ta cage thoracique. Exactement. Les muscles inspirateurs, les intercostaux, le diaphragme, le grand pectoral, etc. ne peuvent plus faire entrer d'air dans mes poumons. La cage thoracique est ouverte à bloc. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un système de pompe à vélo avec la bouche. Donc, c'est les muscles de la bouche qui font que à chaque bouchée, on avale. Et donc, on stocke comme des petits coups de pompe à vélo et on gonfle comme ça. Donc, cette carpe dure jusqu'à 30 secondes pendant le départ. Et quand on commence à faire la carpe, on est bien d'accord qu'on est déjà en apnée. Donc, par contre, le chrono n'est pas parti. Donc, c'est seulement quand on met la tête sous l'eau que le chrono part. Et donc, mais avec la carpe, je récupère au moins 2 litres et demi en plus. D'accord. Ensuite, il y a la première phase, la phase dite de confort. Donc, comment ça se passe dans ta tête? Alors les 6-7 premières minutes secondes, elles doivent être, elles sont très très conscientes parce que j'ai tellement d'air dans mes poumons que ça fait énormément mal à ma cage thoracique. Plus la cage thoracique les poumons appuient tellement qu'on peut tomber dans les pommes parce que ça appuie sur les organes, ça remonte tous les organes et notamment les veines qui alimentent le cerveau. Donc, il faut faire très attention à ne pas prendre la carpe de trop parce qu'on peut tomber dans les pommes et faire un malaise vagal. Donc ça se dissout au bout de 30-40 secondes, ça se passe. Après, c'est la zone de confort, effectivement. On arrive à faire de l'auto-hypnose, parce que c'est les médecins qui ont appelé ça. J'arrive à rentrer dans une phase où je sais que je suis mais j'entends du bruit autour de moi éventuellement, mais plus rien ne me touche. Je suis en apesanteur, je suis comme dans du coton. Le temps s'égrène, il passe, ça me touche pas. Ça, c'est facile et c'est agréable. Malheureusement, je ne suis pas un poisson. Et à un moment donné, je suis réveillé donc vers à partir de la 7e minute. Ouais, plutôt 4 minutes. 3,45, 4 minutes. Et là, ça commence petit réveil me rappelant qu'il va falloir penser à respirer. Donc, les premières phases sont plutôt confortables. Ça a un petit peu envie de respirer. Et après, tout se dégrade. Et ça va faire que se dégrader jusqu'à la fin. Alors au début, on trouve des solutions à chaque fois pour contrer cette alarme, cet incendie qui sonne. Comme un tiroir qui s'ouvrait, un tiroir négatif, je dois être positif et avoir travaillé en amont quelque chose pour refermer ce tiroir. Exemple, je suis à 5 minutes, j'ai envie de respirer. Le record du monde à battre, c'est 10 minutes 12. Ok, il n'y a plus que 5 minutes à tenir. Là, je sors de la piscine, je pars en courant. Ou alors je me dis, ok, tu as déjà fait la moitié du chemin. Maintenant, le reste, c'est du bonus, c'est un sprint, on y va. Et donc j'essaye à chaque fois de trouver un élément qui me permet de continuer. Et puis aussi, ça va continuer, 7 minutes, 8 minutes, j'ai de plus en plus envie de respirer. Je me dis que, ok, je suis sur les rails de la réussite. Les voyants sont ouverts, donc je m'envoie que des signaux positifs pour me permettre de continuer, mais surtout d'éteindre cet incendie qui monte en moi d'une manière involontaire, comme un vertige, comme le vertige. Vous avez le vertige, on peut... Tu luttes contre une forme de panique parce que moi, à mon petit niveau, ça va bien pendant 45 secondes, 1 minute, et à partir d'1 minute, dans ma piscine ou plutôt dans ma piscine, on va dire, je commence à paniquer, ou même, tu vois, quand on fait du surf, nous, et qu'on se fait brasser parce que c'est différent quand t'es en statique au calme ou quand tu te fais brasser par une vague. Si tu restes ne serait-ce que 20 secondes sous l'eau, brassé par une vague. C'est énorme, tu vois, et c'est la panique qui fait que tout d'un coup, tu maîtrises plus la situation. Donc toi, tu te bats contre ce stress. Si en amont, on avait travaillé cette panique, qu'est-ce que tu risques sur cette apnée en te faisant brasser? Qu'est-ce que tu risques? Ok, tu risques de te noyer et c'est très dangereux, très bien. Alors, en amont,
pour contrer cette panique qui est finalement non maîtrisée, puisque c'est le cerveau qui nous envoie ça et qui se joue de nous, on va te faire travailler de l'apnée. Au lieu de faire 1 minute dans ta piscine, avec un peu d'entraînement, tu vas faire 2, 3, 4 minutes. Et ton cerveau, quand il va partir sur cette même apnée pendant le brassage dans une vague où tu sais plus où est le haut du bas, que ton cerveau, lui, il se rappelle que tu tiens 4 minutes, la panique, elle n'arrivera pas. Au contraire, tu vas même t'en amuser peut-être. Tu vas peut-être sourire et tu vas te servir de ce moment pour te décontracter. C'est assez incroyable, mais c'est comme ça que ça marche. Le cerveau s'amuse de nous et nous protège, mais des fois, il nous joue des tours et il nous empêche de faire les choses. France Bleu. Planète Lisa. Revenons sur ce record du monde, sur ces 4 phases. On a parlé de la phase sous l'eau qui est la phase de confort. Tu as dit à peu près 4 minutes de phase de confort. Ensuite, tu commences à rentrer dans une phase d'inconfort. Et allez, on est à la 8e minute où là, c'est une phase d'inconfort où les efforts sont de plus en plus douloureux. Et comment là, tu gères ces efforts douloureux? C'est quoi cette douleur dont tu parles d'ailleurs? C'est la même douleur que quiconque arrête de respirer pendant longtemps. Sauf que moi, comme je suis très entraîné et que je supporte cette dette d'oxygène, je peux rester vivant, je peux rester conscient. Or, au taux d'oxygène que j'ai dans mon sang, là, n'importe quel sujet non entraîné, il serait déjà en syncope. Faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que j'arrive à pousser plus loin parce que je suis entraîné, pas parce que je suis forcément un homme poisson. Donc c'est l'adaptation qui fait que. Ensuite, passer 8-9 minutes, la douleur est tellement puissante. Imaginez un barbecue, on s'allonge dessus et on a mal de la tête jusqu'au bout du pied, on est en train de brûler. Mais qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire, ok Steph, ok t'as mal, mais ça fait 2 ans que tu t'entraînes pour cette apnée. Et si tu as mal, ça veut dire que tu es encore vivant. Donc la vie est encore en toi, tu es encore là, tu es encore au contact. Alors oui, je vous le raconte exactement comme ça se passe, mais c'est comme ça que je ressens cette énergie qui est derrière moi, avec tous les gens qui me surveillent et qui me protègent au bord du bassin, etc. Ça me donne envie d'aller encore plus loin. Voilà. Et la dernière porte, puisque là, on était à la 8e, 9e minute, ton record c'est 11 minutes 35 secondes. C'est à partir de quand la dernière porte, celle où tu ne sais pas au fond, la plus mystérieuse? En fait, c'est exactement quand je bats mon propre record du monde qui était de 10 minutes 04. Je passe au-delà de ça. Ensuite, je passe au-delà du 10 minutes 12, qui est la marque la plus élevée qu'aucun être humain vivant sur Terre a réalisée. Et là, à partir de 10 minutes 12, je suis dans l'inconnu. Je suis là où n'importe quel médecin, n'importe quel scientifique te dit bouf, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et là, ça fait très peur parce que l'inconnu, c'est la fin de la vie. Moi, j'ai pas honte de le dire aujourd'hui, j'ai peur de mourir à cet instant-là. Résultat, pour pas stresser, pour pas avoir mon corps qui rentre en phase de stress et justement qui va diminuer mon apnée, j'avais prévu ça. J'avais prévu ça en me disant, ok, comment je vais réagir? J'ai mis autour de moi les meilleurs médecins réanimateurs, les meilleurs scientifiques avec un oxymètre qui est branché pour savoir mon cœur comment il bat, l'oxygénation encore qui est dans mon corps. Et les médecins, s'ils sentent un problème, ils peuvent me sortir de la piscine et agir. J'avais dit quand même, si vous me sortez de la piscine alors que je suis encore conscient, je peux vous dire que c'est moi qui vais vous y mettre derrière. Oui, c'est mais ça. Vous avez la c'est possibilité pas facile. C'est pas facile de savoir, Stéphane, si tu es inconscient ou pas, étant donné que tu es dans une concentration maximum. J'imagine c'est pas si évident. Et le timing, tu le connais toi? Le chrono, tu l'as? On t'informe? Non, je sais que j'ai battu le record du monde, mais là, mon seul objectif, c'est de lire en moi le reste de vie qu'il y a, les dernières capsules d'air qui me permettent de continuer à vivre et de déplacer ce curseur le plus loin possible. Parce que si je commence à regarder ma montre ou simplement écouter quelqu'un qui va me donner un renseignement, mon cerveau va traiter cette information et va consommer énormément d'oxygène. Donc je dois être juste en phase de une genre d'hypnose où je me dis, ok, la vie, elle est encore là, profite de ça. Ok, je commence à ouvrir mes yeux et je vois les carreaux de la piscine et je vois ces carreaux bien nets. À un moment donné, je sens que la vie commence à s'envoler. Je sens que c'est la fin et je me dis, ok, là, il faut sortir. Je vais au dernier bout et hop, je sors. D'ailleurs, quand je suis sorti, sur les images vidéo, on voit très bien ma main quand je dois faire le signe OK, c'est-à-dire, vous connaissez le signe OK, il n'est pas fait d'une manière vraiment rectiligne. J'ai une petite hésitation parce que je suis vraiment allé au bout. Je pense que si j'étais resté 3 secondes de plus, je ne serais pas sorti. Et la première bouffée d'air, ça fait quoi? Après 11 minutes et 35 secondes, je le répète encore une fois, c'est fou.
je sais pas, c'est comme une naissance. Je récupère de l'air, c'est la vie, c'est tellement bon, il y a rien de meilleur, quoi. Et puis à partir de là, oui, la respiration revient normale quelques minutes après, ouais. On va continuer à parler d'apnée, de ce record du monde fantastique, Stéphane, mais on va recevoir tout à l'heure Xavier Montferrand qui a des indiscrétions sur toi. Allez, à tout de suite. France Bleu, Planète Lisa. Planète Lisa. Bichente Lizarazu reçoit Stéphane Mifsud, l'homme poisson. Nous sommes sur France Bleu dans Planète Lisa avec Stéphane Mifsud, recordman du monde d'apnée statique avec 11 minutes et 35 secondes. Et je te l'ai dit tout à l'heure, Stéphane, on reçoit Xavier Montferrand. Salut Xavier. Bonsoir Bichente et bonsoir Stéphane Mifsud. Bonsoir. Alors je suis allé faire un petit tour du côté de vos réseaux sociaux. Je sais que vous n'êtes pas un grand fan des réseaux sociaux, mais bon, il faut se lancer, hein. J'ai vu d'ailleurs que pendant le confinement, vous avez organisé des entraînements même d'apnée en salon, que vous mettiez même des tutos d'apnée sur YouTube. C'est plutôt pas mal, hein, pour quelqu'un qui est pas trop fan des réseaux. Non, en fait, c'est la connexion qui me pose problème. C'est l'appareillage. Communiquer avec les gens, j'aime beaucoup. Donc, il me fallait quelqu'un qui m'aide à me connecter. Et effectivement, j'ai pris beaucoup de plaisir pendant ces confinements. Et même toutes les semaines, on fait des tutos pour apprendre aux gens à plonger, à être plus performants ou être meilleurs mentalement. Et il y a un chouette retour. Je me régale. D'ailleurs, j'ai lu une petite anecdote assez marrante. Pendant un tournage vous avez fait un tournage pour la télévision et vous êtes fracassé le nez sur l'épave d'un navire. C'est vrai ou pas, ça? Et vous en savez des choses. Ouais, c'est un élève, un de vos anciens élèves qui a parlé. Je t'ai dit, c'est toutes des indiscrétions. Incroyable. Ouais, ça remonte à longtemps. Effectivement, on devait descendre sur une épave qui est le Donator, qui est une épave à 50 mètres de fond. Ce jour-là, il y avait énormément de courant et le tournage avait été reporté pour des raisons météo. Et donc, je décide de descendre quand même avec la gueule. C'est comme dans le Grand Bleu, un appareil qui vous propulse vers le fond. Les caméramans partent en même temps que moi, ils descendent et je devais faire une dernière plongée d'échauffement. Et donc, ils avaient 10 minutes au fond parce qu'avec leur bouteille de plongée, ils pouvaient pas rester aussi longtemps, plus le tournage, etc. Et donc, je fais une dernière plongée d'échauffement et la gueuse s'est déplacée avec le courant, le bateau a ripé sur le sable et je me suis pris l'épave dans la figure à la descente à près de 3 mètres secondes et je me suis fait une fracture ouverte du nez. Ah, carrément. Ah oui, à 50 t'as mètres pas rigolé? De fond. Ouais. Et j'ai failli tomber dans les pommes. Je suis remonté à la surface instantanément avec le parachute, sans masque, avec le nez qui était carrément à côté de mon visage. Et quand je suis arrivé en surface, déjà mon apnéiste de sécurité est tombé dans les pommes. C'était assez rigolo, mais j'avais pas mal parce qu'avec t'avais explosé ton masque à l'impact. Tu as explosé ton masque à l'impact. Exactement, et c'est le masque qui m'a sectionné le nez au-dessus. Et pour l'histoire, ce qui était rigolo, c'est que j'ai dit, bon, les plongeurs sont au fond, il faut y retourner. Et j'ai dit, passe-moi un masque. Et j'ai remis un masque dans la foulée, je suis redescendu. Parce que les gars avaient que 10 minutes au fond, et on a fait le tournage. Et quand on voit les images, quand je suis au fond et que je nage, genre, je suis tout relâché sur l'épave, j'ai c'est ça, comme si de rien n'était, comme si de rien n'était. Avec le nez, le masque qui se remplit de sang, quoi. Et on a tourné toute la journée comme ça, et le soir, je suis allé aux urgences. Les gars, ils me mettaient pas en psychiatrie parce que quand je leur expliquais que je m'étais pris une épave à 50 mètres de fond et que j'avais le nez cassé, ils avaient assez halluciné. C'est plutôt extrême. Une petite dernière, vous avez un ami sportif assez particulier, un champion moto, Johan Zarco, que nos auditeurs doivent connaître, qui s'est mis à l'apnée parce que vous lui donnez des cours, vous êtes entraînés ensemble, comment ça se passe? Oui, on est souvent ensemble, on s'entraîne sur le côté physique, en apnée, mais aussi sur le côté mental. Il faut savoir que l'apnée a des vertus incroyables. Il faut savoir que aux États-Unis, en athlétisme, ils font beaucoup d'apnée. Il y a certains rugbyman en France que j'entraîne aussi en apnée. Ça procure des choses spécifiques. En apnée, on produit 4 fois plus d'acide lactique qu'en respirant sur un effort identique. Et donc, ça nous permet, sans traumatiser le muscle, d'aller dans des zones de travail qui permettent aux sportifs par la suite d'être plus performants. Oui, juste, vous avez fait un film ensemble, non, avec Johan Zarco, il me semble. Oui, on a fait c'est surtout lui qui a fait un film et j'apparais dans quelques petites séquences. Oui, on est très proches. C'est un gars extraordinaire. C'est un Français. Il est 2 fois champion du monde de Moto 2. Beaucoup de gens le connaissent. Et l'année prochaine, il a une moto qui marchera de feu de Dieu. Et je pense que l'équipe va être fabuleuse. J'espère qu'on entendra sonner la Marseillaise pour des gants. Bichente Lizarazu dans Planète Lisa. Uniquement sur France Bleu.
Nous sommes sur France Bleu dans Planète Lisa avec Stéphane Mifsud, apnéiste, recordman du monde en apnée statique, 11 minutes 35 secondes. Quelles sont les valeurs que l'apnée t'a apprises, Stéphane ? La patience, le respect de soi et l'adaptation. L'adaptation, pour faire une performance en apnée, il faut prendre son temps et s'adapter et être un sage. Un bon apnéiste, c'est un vieil apnéiste. C'est comme un bon plongeur est un vieux plongeur. C'est moi qui fais de la plongée sous-marine bouteille. Ouais. Tu fais du coaching sportif aussi. Et tout à l'heure, Xavier Montferrand a parlé d'un pilote moto avec qui tu travailles. Qu'est-ce que l'apnée lui apporte dans sa discipline ? L'apnée, c'est aussi, comme tu l'as évoqué, beaucoup de mental. Le mental, c'est incroyable ce que l'être humain peut faire s'il a toutes les cases alignées, si toutes les planètes s'alignent, il peut aller plus que loin. On a tendance finalement à suivre ce que font d'autres athlètes et finalement on se retrouve comme un mouton à essayer de les rattraper. Essayons de prendre un autre chemin. Essayons de voir d'où on part, qui on est. On est tous différents. Donc on doit pouvoir prendre un autre chemin et faire une autre méthodologie. Donc c'est ça le mental, c'est essayer d'explorer. Et puis l'apnée, c'est aussi la privation d'air qui engendre dans le corps des choses vraiment spécifiques. On produit 4 fois plus d'acide lactique en étant en apnée sur un geste identique qu'en respirant. Du coup, ça nous permet à certains sportifs, comme coureurs à pied, sur du sprint, comme des rugbyman qui vont faire une mêlée, comme en MotoGP où est-ce qu'ils vont rester, ils vont prendre des jets en latéral en appui sur leurs cuisses, de travailler en apnée à l'entraînement pour produire beaucoup plus d'acide lactique, pour le faire revenir dans le cycle de Krebs, c'est-à-dire pour que ça redevienne un carburant plutôt qu'un déchet. Et ça, c'est vraiment facile à mettre en place et les résultats sont vraiment probants. Les surfeurs travaillent de plus en plus l'apnée, et notamment les surfeurs de grosses vagues. Alors, moi qui surfe pas des très grosses vagues, mais quand même qui ai déjà pris des boîtes où je reste trop longtemps à mon goût, quand tu restes par exemple 15 à 20 secondes sous l'eau, que tu te fais brasser dans tous les sens, que tu ne sais pas où est le haut, le bas, que tout est noir en dessous, ça m'est arrivé de paniquer et de vouloir essayer de remonter sans pouvoir le faire. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour essayer d'être beaucoup plus calme ? Qu'est-ce qu'on ferait comme entraînement en fait ensemble ? Alors c'est vrai que les surfeurs m'ont contacté plusieurs pour avoir une méthodologie. Et donc, j'ai mis en place une méthode vraiment spécifique surfeur. Alors, à la base, je fais aussi de la planche à voile, c'est au-dessus de l'eau, mais je connais les vagues, je connais le milieu naturel. Et du coup, c'est travailler sur 2 axes. Le côté physique, savoir faire de l'apnée, tout simplement. Apnée statique, apnée dynamique, puisque on a un cœur qui est dans des pulsations qui vont être entre 100 et 180 pendant qu'on est en train de surfer. Et donc, ça, on va habituer son corps, techniquement, concrètement, s'adapter à tenir plus longtemps dans ces phases d'entraînement. Quand on va être sous l'eau, son corps va retrouver et faire la parallèle avec l'entraînement. Et finalement, il va y avoir un triangle qui va se faire avec le mental, puisque le mental va comprendre que l'être humain n'est pas en danger, et du coup, il ne va pas faire monter le rythme cardiaque, il ne va pas stresser l'individu. Et tout ça va découler de quelque chose de finalement naturel. Au lieu de passer beaucoup de temps sous l'eau à stresser, on va passer aussi beaucoup de temps sous l'eau, parce qu'on ne peut pas lutter à remonter quand il y a un bouillon, on ne sait plus effectivement où est le haut du bas, on peut pas, j'ai pas une méthode pour dire je vais t'extraire à la surface en 2 secondes, non. Mais par contre, tu vas vivre. Et puis surtout, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que quand il y a cette espèce de mousse, c'est un mélange d'eau et d'air, et on n'a pas de point d'appui. C'est pour ça qu'on ne peut pas remonter, en fait. On ne peut pas remonter, on ne peut pas nager, donc on est obligé d'attendre. Et c'est ça qui fait paniquer, en fait. Là, on arrive à remettre en place ce qu'on a travaillé à l'entraînement, c'est-à-dire la relaxation, le relâchement, et surtout, le cerveau va de suite se rappeler que tu peux tenir 2, 3, 4 minutes. Du coup, oui, c'est ça, c'est la capacité, tu sais que ta capacité de tenir 2, 3, 4 minutes fait que au fond, ces 20 secondes, c'est rien finalement, et du coup, tu vas être beaucoup plus détendu et tu sais que tu peux attendre ça sereinement. Exactement, mais tout ça, c'est même pas contrôlé. C'est comme un réflexe, comme le vertige, comme une peur intrinsèque qui se met en place ou qui se met pas en place. Et là, comme tu auras donné à ton cerveau la solution à l'entraînement en disant, tu sais, moi, mon corps, il peut tenir 4 minutes. Et du coup,
sur le site, ça ira mieux. Je fais ce travail, par exemple, avec des asthmatiques. J'ai une fille dans mon club qui s'appelle Béatrice. Elle est juste championne de France, recordman de France d'apnée. Elle a 3,5 litres de capacité pulmonaire, ou 4 litres. Elle a 4 litres. Et elle est asthmatique. Elle est très gravement asthmatique. Résultat, au départ, elle n'était pas très prédisposée pour faire de l'apnée. Il s'avère qu'elle avait des capacités. Et ces crises d'asthme, maintenant, elles ont complètement disparu. Parce qu'un asthmatique, quand il fait une crise d'asthme, c'est empirique. C'est une boule de neige. Effectivement, la maladie fait que on s'essouffle, on a du mal à respirer, mais le cerveau reçoit ces informations et il se met en alerte. Or, l'asthmatique qui sait qu'il tient 3, 4, 5 minutes en apnée, il vivra différemment sa crise d'asthme et elle sera même enrayée parce qu'il arrivera à se calmer tout simplement. Voilà. Planète Lisa sur France Bleu. Alors tu fais aussi donc des conférences. Là tu parlais d'un travail que tu peux faire avec des asthmatiques. Dans ces conférences, tu t'adresses à tout type, j'imagine, de profil. Qu'est-ce que tu conseilles et comment tu utilises l'apnée pour coacher ces gens, pour leur apprendre à être beaucoup plus tranquilles? Effectivement, je fais des conférences pour des cadres, pour 10 personnes jusqu'à 800 personnes. Résultat, qu'est-ce qu'un apnéiste pour être meilleur qu'un grand conférencier qui a lu des livres énormes, qui lui-même avait été écrit par d'autres conférenciers, etc. Moi, si vous voulez, je suis quelqu'un de terrain. Je suis quelqu'un de terrain et je me rends compte qu'avec l'apnée, c'est un révélateur de qui on est. Quand je vais faire ma conférence avec X personnes en face de moi, je vais dire aux gens, OK, ensemble, on va faire une apnée. Et je les invite à faire une apnée dans la salle, la main en l'air. Et quand vous n'avez plus d'air, vous baissez la main. Et on s'aperçoit que sur la première apnée, sans leur donner de conseils, ils ont fait exactement le temps que j'avais prédit. C'est-à-dire qu'au préalable, je leur avais dit, vous savez, quelqu'un qui n'a jamais fait d'apnée va faire entre 20 secondes et 50 secondes. 90% des gens vont se cantonner là. Parce que leur cerveau va se cantonner d'être dans la moyenne plutôt que d'aller dans l'excellence. Dans l'apnée suivante, je leur dis, OK, vous avez fait tel temps, c'est très bien. Maintenant, je prends les commandes. Fermez vos yeux. Alors oui, je les oriente sur une respiration adéquate, sur un mental, une genre de sophrologie, un bien-être. Mais j'ai pas changé les personnes entre la première apnée et la deuxième apnée. Or, le résultat est assez hallucinant puisque, en moyenne, les gens doublent, voire triplent leur première apnée. C'est-à-dire qu'avec un conseil de ventilation, de préparation et aussi d'orientation psychologique, les gens s'abandonnent. Personne ne fait moins de 1 minute 30. Planète Lisa. Bichente Lizarazu reçoit Stéphane Mifsud, l'homme poisson. Nous sommes dans Planète Lisa avec Stéphane Mifsud, apnéiste, recordman du monde en apnée statique, 11 minutes 35 secondes. Stéphane, je voudrais parler aussi de ta passion pour la nature et d'autres projets que tu as réalisés, notamment l'Odyssée bleue. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet ? 2015, j'ai structuré les choses avec une équipe autour de moi. On a créé l'Odyssée bleue. L'Odyssée bleue, c'est un concept tout simple. C'est quelque chose d'action de terrain. J'ai un grand voilier de 17 mètres. On crée des actions environnementales. Ça va être rencontrer des jeunes, rencontrer des enfants dans des quartiers difficiles ou autres, des adultes. Simplement essayer de leur faire aimer la mer. Quand on aime les choses, on les protège. Alors, j'ai traversé la Méditerranée, l'Atlantique pour amener 300 équipements de Palmas-que-Tuba aux Antilles, là où le cyclone Irma est passé, pour offrir ce matériel afin d'offrir aussi la possibilité aux jeunes de plonger. J'ai créé des sentiers sous-marins pour des personnes à mobilité réduite. On fait du nettoyage de plages dans des quartiers sensibles et ailleurs. Voilà, l'Odyssée bleue, c'est un petit peu ça. Eh bien, on va voir comment ça se passe très clairement avec ce sonore. Planète Lisa sur France Bleu. Je suis à peu près au milieu de l'Atlantique. Ça fait maintenant une quinzaine de jours que je suis parti. Tout se passe bien, c'est compliqué parce que c'est pas mon domaine, c'est pas mon monde. J'apprends tous les jours. C'est compliqué parce que j'ai pris des bons coups de vent, des dépressions, des moments où il n'y a pas de vent, des moments où il y a des grosses vagues. Mais j'avance petit à petit et je suis très très heureux de faire cette traversée, d'arriver aux Antilles et de rencontrer plein de jeunesse afin de discuter environnement et de passion. Mais Stéphane a un moyen pour se libérer des tensions, retrouver son milieu de prédilection. Je vais aller me ressourcer un petit peu, puis je vous invite à retenir votre souffle le temps d'une apnée et d'aller voir ce qui se passe dessous. 5000 mètres de fond. Allez hop! Et là-bas, comment tu as été reçu aux Antilles quand tu as mené ce matériel? J'imagine qu'ils n'avaient pas tous du matériel de plongée. Et j'imagine que le fait d'être initié à l'apnée par toi, ça a dû les émerveiller. Ça a dû être une relation fantastique.
Oui, c'est extraordinaire. On a fait avec mon équipe 14 missions environnementales, que ce soit de la dépollution, sortir des déchets avec des scolaires, passer des conventions avec l'éducation nationale, sortir des déchets, les recycler, que ce soit offrir du matériel et créer des associations pour qu'ils puissent plonger. J'ai eu des actions très diverses. On est rentré dans des collèges un petit peu dans des endroits un petit peu, je dirais, difficiles, où on a aussi apporté des vidéos, etc. Les enfants se rendaient pas compte, et ce record du monde est finalement un trait d'union incroyable pour rencontrer les peuples et réunir les peuples autour de l'environnement et de cette cause qui est non pas un dada, mais c'est simplement essentiel. 50% de l'air que nous respirons vient des océans. Si on n'en prend pas soin, il faudra se trouver une planète B, tout simplement. Et amener des enfants comme ça sous l'eau, leur développer leur capacité à rester longtemps sous l'eau, donc à voir ce qui se passe sous l'eau et être émerveillé par ça, c'est la meilleure façon finalement d'avoir demain des adultes qui protégeront la nature. Exactement. Les futurs dirigeants sont les enfants d'aujourd'hui. Du coup, s'ils sont sensibilisés, en fait, on va pas leur apprendre des choses, on va juste leur montrer. L'être humain, jusqu'ici, n'a pas pris forcément les bonnes solutions et les bonnes décisions. Quand on voit les déchets qu'il y a dans la mer, le plastique qu'il y a partout, on se dit, là, il y a eu un problème des humains, du coup, et des adultes. Du coup, les enfants, eux, ils ont très vite compris ce qu'il faudrait faire, et ils ont leur opinion, ils ont leurs idées. Demain, ils seront aux manettes, et c'est eux qui vont prendre les vraies bonnes décisions. Stéphane, j'ai un autre sonore à te faire écouter, c'est des stages avec des enfants, et là, on est à Porquerolles, et on va écouter ça. France Bleu, Planète Lisa. Nous sommes à Porquerolles. Stéphane Mifsud, multiple recordman du monde d'apnée. De l'autre, une dizaine d'adolescents néophytes. Initiation par un champion. À quelle profondeur on va aller là ? La profondeur, c'est pas forcément important. On va aller dans 2-3 mètres, mais ce qui est important, c'est de gagner en autonomie. L'apnée, c'est ce que l'on va utiliser pour aller faire coucou aux poissons. On ne cherche pas à faire des records aujourd'hui, sinon moi j'ai plus de métier si vous me piquez tous mes records. Allez hop là ! Dans une mer à 17 degrés, la mise à l'eau est un peu difficile. Ici, sensibiliser les ados à l'environnement passe beaucoup par les jeux. S'amuser en étant libre comme un poisson. Une sensation que l'on ne retrouve pas forcément lors des plongées avec bouteille. Être libre comme un poisson et passer par les jeux, c'est ça ta façon de transmettre ta passion pour l'apnée et puis faire découvrir le milieu marin ? Exactement. Essayer d'offrir cet espace de jeu qui est la mer aux enfants, aux adultes, c'est assez facile à mettre en place. Une fois qu'on connaît bien les règles de sécurité, on oriente les gens et chacun se fabrique sa petite histoire, comme lire un livre. Chacun va le lire et le comprendre à sa manière. Il faut comprendre une chose aussi, que sous l'eau, on est tous égaux. On a tous besoin d'air pour respirer. Et aussi, quand je fais plonger des enfants de certains quartiers un petit peu défavorisés, ça rencontre aussi une chose, c'est que chaque enfant a un uniforme, a une combinaison. Ils sont tous dans la combinaison identique. Alors, ça revient peut-être à des valeurs d'antan, mais c'est important. L'adulte reprend sa place d'adulte aussi, parce que on donne des conseils. Les enfants se disent, oula, là, si je respecte pas les règles, je m'aventure dans des trucs qui sont pas très sains pour moi. Du coup, l'adulte reprend sa place. Et c'est une manière aussi de faire passer un message entre adultes, enfants, jeunes, qui se perd. Donc, ça a des valeurs insoupçonnées que j'adore, et orienter les jeunes comme ça, c'est juste magique pour moi. La suite pour toi, Stéphane, c'est quoi ? C'est peut-être un prochain record. Je répète encore une fois que tu détiens le record d'apnée statique 11 minutes 35 secondes. Il y a ce projet-là, il y a d'autres projets avec ce type de mission un peu plus environnementale. Absolument. Je reste au contact. Je continue à m'entraîner quotidiennement, voire 2 fois par jour, pour essayer de pas trop vieillir et pouvoir continuer à défendre les couleurs de la France. Et c'est un honneur pour moi. En parallèle, je crée toujours de ces missions environnementales. Mais il y a aussi un côté sportif qui est dans un autre domaine. J'ai pris goût à la voile de plus en plus. Une marque Beneteau me suit et j'ai envie de m'aventurer sur la prochaine route du Rhum, course en solitaire qui part de Saint-Malo jusqu'en Guadeloupe, pour à nouveau rencontrer les enfants qui m'attendent là-bas et avec qui je suis en connexion, pour à nouveau leur emmener du matériel et faire une traversée, une compétition éco-responsable. Eh bien, on te souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure à la voile, Stéphane Mifsud. C'était un plaisir de t'avoir dans Planète Lisa, de parler d'apnée, de parler de l'océan. Merci beaucoup, Stéphane. À très bientôt. Et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain, même heure dans Planète Lisa. Allez, salut.
Planète Lisa, chaque dimanche soir, uniquement sur France Bleu.